Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour clôturer cette matinée d'échanges très riches, clôturer cette matinée avec deux dirigeants dont les entreprises ont contribué à toute l'histoire de l'énergie française avec un objectif commun qui est évidemment d'alimenter notre pays et maintenant au-delà aussi de notre pays bien sûr, en énergie. Alors des entreprises qui ont près d'un siècle d'existence et pourtant leur défi, leur mission, elle est toujours prégnante, peut-être plus que jamais aux yeux de l'actualité puisqu'on parle évidemment de crise énergétique mais aussi d'ambition française en matière d'électrification plus forte que jamais. Le cap en France en tout cas, il est donné. Nous devons transformer notre système énergétique. Alors comment allons-nous transformer ça surtout en ambition industrielle? Eh bien c'est la grande question que nous allons vous poser ce matin. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir Bernard Fontana. Vous dirigez EDF. Alors EDF, même si on ne le présente plus, je rappelle que c'est près de 200 000 collaborateurs dans le monde et vous produisez, vous distribuez évidemment de l'électricité en France, mais au-delà également. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Pierre Enjolras, donc vous dirigez Vinci, c'est près de 295 000 collaborateurs, là aussi présents dans le monde, leader mondial dans différents types d'infrastructures, et puis aussi présent dans les services aux infrastructures énergétiques. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors pour débuter cet entretien, j'avais envie de repartir de l'actualité en fait et des mots de Sébastien Lecornu. Je le cite, il a dit que le plan d'électrification c'était un enjeu de sécurité nationale car notre dépendance énergétique nous contraint à payer le prix des guerres des autres. Alors ça c'est le discours politique, ce sont les grands mots. Maintenant si on est là aujourd'hui c'est pour parler surtout de la réalité industrielle qu'il y a derrière ça. Donc on parle de chantiers à lancer, de compétences à réunir, de financement aussi à trouver. Pierre Enjolras, vous avez une longue histoire, on l'a dit en introduction, dans l'énergie. Vous avez notamment contribué dans les années 80 à la construction du parc nucléaire. Aux yeux de cette histoire, aujourd'hui ce qu'on vit, est-ce que c'est une rupture ou c'est finalement un énième soubresaut, un prolongement ? Effectivement, on est tenté de dire, surtout dans un monde où il se passe toujours quelque chose de nouveau, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, si ce n'est toutes les heures, qu'on est dans la nouveauté permanente. Je pense que sur l'électricité, on peut répondre ça, je vais y revenir, mais on peut aussi répondre que finalement, c'est une tendance de très long terme. Il y a une semaine, Bernard fêtait les 80 ans d'EDF, donc 80 ans, rester jeune à 80 ans, c'est un défi. Nous sommes bien conservés. Voilà. Et moi j'ai été très marqué que c'était au musée d'art moderne et il y avait cette superbe œuvre que j'ignorais de Raoul Dufy sur la fée électricité, donc ça date de 1937. Donc ça fait encore un peu plus de 80 ans. Et puis surtout cette œuvre, je vous invite à aller la voir si vous avez un petit peu le sens des sciences physiques, de l'histoire, parce qu'elle nous remet dans l'histoire, y compris jusqu'à l'Antiquité, l'histoire de l'électricité depuis l'Antiquité, et puis sur l'artistique. Donc l'électricité, ça date depuis très longtemps. Et comme vous l'avez dit, si on prend le seul cas de Vinci, en fait, la société qui est Vinci aujourd'hui, cette société, elle est née à la fin du 19e siècle, il y a plus de 100 ans, et elle est née précisément sur le fait de concevoir, de financer, de construire et d'opérer des centrales électriques, en l'occurrence à l'époque au charbon, et des réseaux d'électricité. Donc l'origine du métier de Vinci, c'est l'électricité, et ce n'est finalement un retour aux sources qui fait qu'aujourd'hui, dans deux grands métiers que sont la construction et les concessions d'infrastructures d'une part, et d'autre part les services et l'énergie, toute cette dimension énergie a toujours été présente et est en train de devenir l'un des métiers les plus puissants de Vinci. Donc oui, il y a de la continuité. En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment Je pense que c'est une nouvelle rupture. Le début du XXe siècle, c'était la première révolution de l'électricité. Je pense qu'on est au moment de la deuxième révolution de l'électricité, et même simplement au début de cette deuxième révolution. Donc c'est plein de challenges, plein d'ambitions derrière nous. Évidemment des sujets de production, de transport, Bernard en reparlera, même si on le prend dans les usages sur lesquels on travaille quotidiennement chez Vinci, tous les bâtiments s'électrifient, toutes les industries dans lesquelles nous travaillons s'électrifient, toutes les mobilités s'électrifient, évidemment toutes les mobilités ferroviaires, toutes les mobilités urbaines, et même sur les routes et les autoroutes que nous connaissons bien, le challenge du moment, c'est le développement de l'électromobilité. Et l'électrification, c'est
clairement un challenge qui permet de répondre à deux enjeux stratégiques majeurs. Un, la décarbonation, et de plus en plus la souveraineté énergétique, avec le relief que lui donnent les crises actuelles. C'était déjà le cas avec la crise en Ukraine et c'est renforcé encore avec la crise au Moyen-Orient. Alors avant de rentrer effectivement dans le défi industriel que ça représente, j'aurais bien aimé vous faire réagir, vous également Bernard Fontana, à l'actualité. Cette fois, je vais reprendre les paroles du directeur de l'AIE, Fatih Birol. Je pense que vous les avez tous entendu, ces paroles. Il explique qu'on pourrait connaître la pire crise énergétique depuis des décennies. Ça, est-ce que c'est un regard que vous partagez? Et qu'est-ce que vous pensez un peu du contexte que l'on rencontre aujourd'hui? Alors effectivement, il y a de l'actualité et des sujets de fond. Je vais déjà vous rassurer, en France, notre électricité, elle est nucléaire, hydraulique, en partie renouvelable et assez peu corrélée en termes de coûts de production au gaz. Et donc, nous voyons une certaine stabilité de nos prix, même dans les forwards. Donc effectivement, il y a un challenge, mais au-delà de ça, la France a un système résilient. Maintenant, si on revient sur ces sujets de fond que vous évoquiez, oui, il y a une prise de conscience des enjeux climatiques. Ensuite, avec l'Ukraine et maintenant le Moyen-Orient, une nouvelle prise de conscience des enjeux géopolitiques et de souveraineté. Et de façon plus diffuse au cours de ces années-là, une prise de conscience des enjeux économiques, parce qu'on peut faire des choses, mais pas à n'importe quel coût, et il faut être compétitif. Et il y a une synthèse d'un peu tout ça en disant, finalement, on a une électricité qui peut être compétitive, souveraine et décarbonée. Et si on prend un peu de recul, la France l'an dernier a importé, je crois, 60 milliards d'euros d'énergie fossile, a exporté 5 milliards d'électricité, et on voit qu'aujourd'hui, nos énergies primaires, c'est quoi? C'est 25% d'électricité. Si on est capable de déplacer du fossile vers l'électrique, eh bien, on répond à ces équations de compétitivité, de souveraineté et de décarbonation. Alors, c'est nouveau sans vraiment l'être, parce que nous, on a été créé en 1946 après la guerre. Le sujet, c'était de reconstruire la France. Nos anciens ont commencé par faire 121 barrages. Ensuite, on s'est dit, il faut électrifier les départements. Il y avait 60 départements à électrifier. Il y a eu l'électrification. Puis, choc des prix de l'énergie, programme nucléaire. Et merci d'avoir contribué et d'avoir fait cet échauffement. Et finalement, on retrouve nos fondamentaux. Et c'est bien de rappeler notre histoire parce qu'on est là, justement, dans nos fondamentaux. Alors l'ambition, je vais repartir de ce que vous venez de dire, d'avoir une électricité compétitive, souveraine, décarbonée. Donc la France est en train d'essayer de mettre en place le cadre commun qu'il faut pour cela. Ça, c'est évidemment toujours un peu mon point de départ, c'est la théorie évidemment. Et en face de nous, dans la salle, je crois qu'on a des architectes, des urbanistes, des aménageurs. Donc en fait, les professions qui vivent au quotidien la construction de l'espace, la construction des projets. Comment est-ce qu'on arrive, Pierre Enjolras, à conjuguer les réalités quotidiennes des métiers qu'on a en face de nous et les grandes ambitions et ce cadre qu'il faut bâtir sur l'énergie? Effectivement, l'énergie, notamment l'électricité, je trouve qu'elle est de plus en plus présente dans les territoires et dans l'urbain et de façon de plus en plus visible. Je pense qu'il y a eu toute une période où on ne la voyait pas. L'enjeu, c'était d'enterrer des câbles. On a des entreprises qui font ça. L'enjeu, c'était des armoires de plus en plus fermées, de plus en plus masquées. C'est des sites de production qui, en général, sont loin des villes. Et aujourd'hui, par opposition, on la voit pousser un peu partout. On voit les panneaux photovoltaïques sur les toits, on voit des bornes de recharge dans les rues. Un autre sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est toutes les mises en lumière qui n'existaient pas il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, on en est même à pousser l'ingénierie très loin, puisque les mises en lumière doivent être compatibles avec le respect de la biodiversité. Et pas simplement on éteint ou on habille, mais on travaille avec des villes sur comment précisément travailler la mise en lumière pour respecter la biodiversité. Enfin, tout ça, ça montre qu'une électricité qui avait tendance à être considérée, vu du monde des urbanistes, vu du monde des gens de l'urbain, comme une commodité qu'on ne voit pas. Au contraire, elle permet de mettre en lumière le bâti, elle permet de mettre en lumière le cadre de vie. Et puis il y a un autre sujet qui est très clair, c'est que sur les zones d'activité économique, aujourd'hui,
la desserte en électricité, et je pense que Bernard le dira encore mieux que moi, c'est un élément clé pour un industriel, pour toute activité économique qui va s'installer. Je vais plaider un peu contre ma paroisse, mais aujourd'hui, c'est plus important d'être bien connecté à l'électricité qu'à l'autoroute, quoi, hein, pour s'installer. Non, enfin, en tout cas, au moins autant. Voilà. En tout cas, au moins autant. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Voilà. On peut faire les deux. Et c'est effectivement un enjeu de compétitivité économique pour les territoires. Comment est-ce que vous le travaillez, ça, côté EDF ? Oui, on peut parler de grands projets, grands programmes, mais c'est toujours la rencontre d'un projet ou d'un programme et des territoires, parce que c'est là que ça se passe. Et si on parle d'électrifier, bien, il faut des réseaux, une implantation de réseaux, il faut des infrastructures, on a parlé des bornes de recharge par exemple, hein. Et derrière, si c'est lié à une électrification, les applications chez les particuliers, mais aussi industriels, il y a besoin aussi de terrain d'implantation dans les territoires, exactement comme c'était décrit à l'instant. Et donc, c'est là que ça se passe. Et lorsqu'on prépare un programme comme les EPR, ben ce sont des travaux, on appelle ça des grands chantiers avec les territoires qui vont même très en profondeur travailler les compétences, le tissu industriel. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Et je suis d'accord, c'est la capacité à mettre en place ces infrastructures et vite. Et c'est pour ça que nous on a proposé à l'occasion de nos 80 ans de mettre un fonds pour préparer des terrains, si nécessaire acheter des transformateurs pour que ça se passe vite, parce qu'on a besoin de changer d'échelle et changer de rythme. Et c'est là que des entreprises comme les nôtres peuvent travailler ensemble, parce qu'il faut faire cette préparation pour que les industriels ou même les particuliers puissent avancer rapidement et en confiance. La question du rythme, effectivement, est extrêmement importante. Alors, je vous trouve très bienveillants l'un envers l'autre. Vous mettez en avant l'importance de produire de l'énergie et quant à vous, vous soulignez l'importance d'avoir les infrastructures qui permettent de la transporter. C'est formidable. Néanmoins, on sait aussi qu'on a des grands arbitrages à faire en ce moment. Alors, des arbitrages entre nos typologies d'énergie, entre nos ambitions en matière d'Europe et puis de souveraineté nationale, mais aussi des arbitrages, évidemment, qui vont concerner quand même la production et les infrastructures, l'acheminement. Comment est-ce que ça va se jouer ? Est-ce qu'il y a des grandes décisions à prendre ? Et puis, qui doit les prendre, Pierre Enjolras ? Effectivement, dans les challenges, il y a quelque chose, moi je constate avec mes interlocuteurs qu'on ne prend pas toujours la mesure de l'importance des investissements à faire dans les réseaux d'électricité qui, quand on le constate dans les chiffres d'investissement, sont au moins aussi importants que ceux qu'il y a à faire dans la production. Et en tout cas, dans l'activité de Vinci, on le voit très bien, c'est-à-dire qu'on travaille encore plus sur des réseaux électriques, des réseaux de transport, haute tension, sur des réseaux de distribution, sur des sous-stations, sur des stations de conversion qui permettent de transformer le courant alternatif en courant continu. Et ça, en termes d'activité dans un groupe comme le nôtre, c'est encore plus important que les travaux qu'on peut faire sur les sites de production, même si on aime beaucoup travailler chez EDF et d'autres, mais c'est... dans le grand public, on n'a pas toujours la perception que les investissements dans les réseaux sont au moins aussi importants et au moins critiques que les investissements dans la production. Alors, on a des occasions un peu malheureuses qui le rappellent, c'est le blackout en Espagne, dont on a beaucoup parlé. Il y a eu également, on en a beaucoup moins parlé, un blackout l'an dernier en République tchèque, mais c'est un sujet global, c'est-à-dire c'est pas de l'arbitrage entre l'un et l'autre, il faut faire les deux. Et aujourd'hui, à court terme, le principal verrou, c'est quand même les réseaux. Dans les autres arbitrages, il y en a d'autres. Il y a un arbitrage de financement, c'est-à-dire que les investissements qu'il y a à faire sont massifs. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de les faire. Et ces arbitrages massifs, ils posent des questions de financement. Et on voit bien que, qu'on soit entreprise publique ou qu'on soit entreprise privée, les financements publics n'y suffiront pas. Les projets des uns et des autres vont toujours chercher du financement privé aujourd'hui sous une forme ou sous une autre parce que le mur est massif. Et là, on a besoin de toutes les énergies, soit sur des sociétés qui ouvrent leur capital, soit sur du financement de projets.
y compris à travers des filiales d'EDF, ou évidemment, comme Vinci peut le faire, que ce soit notamment sur des réseaux de transmission que l'on réalise en PPP en Australie ou au Brésil, ou des projets d'investissement de production renouvelable que l'on développe aussi de plus en plus dans le groupe. Et puis dans les arbitrages, il y a un sujet qui est que tout ça devient à la fois des enjeux territoriaux, on en a parlé dans la question précédente, mais il y a des enjeux aussi de coopération européenne, voire d'interconnexion européenne. Et le fait que, d'ailleurs, que ce soit EDF ou Vinci, on soit présent à l'international et notamment en Europe et de façon tout à fait significative sur ces sujets, ça montre bien qu'au-delà de la souveraineté de production et de transport, il y a des enjeux de souveraineté européenne qui sont très clairs sur le sujet et sur lequel, au-delà des marchés nationaux, il y a quand même des évidences, quoi, hein. Les Allemands, si je caricature, ils sont en train de tout passer à l'éolien offshore. Les Espagnols, ils font beaucoup de renouvelables. La France, on est champion du nucléaire. Quand on mélange tout ça, pour peu qu'on l'interconnecte, il y a du vrai potentiel de puissance à faire tous ensemble. Alors, il y a effectivement un potentiel, mais moi je vais m'accrocher, vous savez, journaliste, on aime bien ce qui est un peu négatif, donc d'abord à l'environnement contraint, donc financement contraint, vous l'avez dit, rythme aussi assez soutenu qu'il va falloir qu'on réussisse à adopter, des coopérations européennes, peut-être aussi des concurrences nouvelles qui vont émerger dans cet écosystème qui est complètement en train de se remodeler. Est-ce que ça modifie votre rôle chez EDF? Est-ce que ça va modifier aussi la façon dont vous allez exercer vos opérations? Bien déjà, il faut garder à l'esprit que l'électricité, c'est un système électrique. Il faut garder la vue d'ensemble du système électrique. Donc moi, je regarde, c'est le coût complet du système électrique, sinon chacun va défendre son intérêt en oubliant cette photo d'ensemble, et qu'un système électrique, il doit obéir aux lois de la physique pour assurer sa stabilité. Et après, chacun peut tirer un petit peu d'un côté ou de l'autre, mais c'est nécessaire. Alors en France, on a investi dans les réseaux, on va continuer à le faire, c'est absolument nécessaire, mais c'est de veiller à la stabilité d'ensemble. En ce moment, la France consomme 450 TWh d'électricité et on a exporté l'an dernier un peu plus de 92 TWh chez nos voisins. Donc nous, on est effectivement ouverts au fait que ce soit ouvert, mais il faut vraiment garder à l'esprit l'importance de la stabilité. Alors pour ça, il y a la qualité du réseau, il y a aussi le fait qu'il faut amener la puissance, l'inertie quand il y a besoin, et ça, la France a un rôle très particulier avec le nucléaire et avec l'hydraulique. Et c'est pour ça qu'on investit dans ces domaines-là. Et également, moi je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir des accords aussi entre les pays. Par exemple, on a des pays voisins qui ont besoin. Nous, on a cette disponibilité. La France a investi pendant 10-15 ans, beaucoup dans son système électrique, la consommation n'a pas augmenté. Donc, pour nous, le fait de vendre et d'électrifier, eh bien, ça fait baisser le coût unitaire du système, ça participe à la stabilité et du coup, ça facilite l'électrification. C'est la capacité à accepter des arbitrages qui nous permettent de rentrer dans ce cycle vertueux. Et la France a la chance, puisque nous avons des éléments fondamentalement contributeurs de stabilité pour la France, mais aussi pour nos voisins européens. Et c'est cette position qu'il nous faut réussir à valoriser. Alors on voit un point commun là qui se dessine aussi dans vos deux réponses, qui est évidemment l'importance de réussir à coopérer, à avoir peut-être des nouveaux types de partenariats. Dans les faits, c'est encore assez difficile, non? C'est-à-dire, et là à tous les niveaux, hein, le niveau européen que vous citiez, mais peut-être aussi la coopération grands groupes et plus petites entreprises, que ce soit des PME, que ce soit des startups, on va en recevoir d'ailleurs après, donc ma question n'est pas tout à fait innocente. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment, cette notion de partenariat qui est tant vantée, tant mise en avant, dans les faits, est-ce qu'on est à la hauteur? De toute manière, comme je le disais, le challenge est tellement énorme. Les investissements sont tellement massifs. On peut parler de murs d'investissement, que ce soit dans les très grands projets auxquels on pense naturellement les EPR, mais aussi dans des projets plus modestes.
On parlait tout à l'heure des évolutions sur l'hydroélectricité. On va pouvoir investir dans les barrages pour en améliorer la capacité sur des sites de production de renouvelables qui peuvent être beaucoup plus locaux. Donc que ce soit des grands ou des petits projets, et là j'ai parlé que de la production, mais c'est la même chose sur les autres transports et de distribution, installer un transformateur, on parlait localement, il y a énormément à faire et de toute manière, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit chez Vinci dans tous mes métiers, on croit à la co-construction. Alors, la co-construction avec nos clients, avec les régulateurs, à travers eux, mais aussi à travers toute la chaîne de valeur. Et après, il y a un certain nombre d'ingrédients sur lesquels on travaille et qui marchent, que ce soit sur les sujets d'EDF, qui est très en avance sur ces sujets-là, mais aussi sur d'autres. C'est plus on est impliqué tôt, les différents acteurs, que ce soit nous avec nos clients ou nous avec notre chaîne de valeur, mieux ça marche. Voilà. Plus on a des contrats qui sont conçus dans une logique de partage des risques. C'est-à-dire que la bonne règle de partage des risques, c'est le risque que le prestataire ne peut pas maîtriser mieux que son client, il faut que le client le garde. C'est vrai quand nous sommes prestataires, c'est vrai quand nous sommes entreprise générale par rapport à des sous-traitants ou des fournisseurs. Et puis, vu tout ce qu'il y a à faire, et ça c'est une ligne de force très importante chez EDF, on sent bien qu'il y a des enjeux de standardisation et d'industrialisation, donc plus on donne de la continuité, plus on va pouvoir industrialiser. C'est vrai que dans ces métiers de travaux, chaque chantier est un prototype, mais on voit bien que là, il y a une notion qui va permettre de rester dans le coût complet, qui est d'arriver à standardiser et industrialiser. Et ça, c'est un effort constant qui est un peu anticulturel par rapport à ce monde des investissements et des travaux, mais sur lesquels il faut qu'on avance ensemble. Et puis, toujours en matière de continuité, le vrai challenge finalement, c'est la montée en puissance, en compétences et en capacité, c'est-à-dire à la fois en compétences et en nombre de talents. C'est le vrai sujet. On a déjà parlé, si vous prenez une paire de PR, ça mobilise en plateau plusieurs milliers de salariés. Nous, on estime environ 5000. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de compagnons en France, chez Vinci, on va dire dans les métiers du béton, bâtiment et génie civil, donc je regarde très large, ça commence par 4. C'est quelques milliers, mais ça commence par 4. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de l'enjeu de compétences, de talents qu'il faut qu'on forme, qu'il faut qu'on recrute. Et en même temps, c'est passionnant parce qu'on n'est qu'au début de cette deuxième révolution de l'électricité. Il y a des carrières entières à faire. Et j'en profite, comme je vois des visages un peu jeunes dans la salle, si vous avez envie, dans ce monde-là, que ce soit chez Vinci ou chez d'autres, vous avez de quoi vous éclater tout de suite et pendant de très nombreuses années, donc vous êtes les bienvenus. Et puis ce qu'on peut souligner, c'est quand même que dans ce pays, on a la chance d'avoir des champions, allez, on va dire d'Europe, peut-être du monde, à commencer par EDF. Et si on regarde à commencer par un certain nombre d'industriels, je pense à Framatome, à commencer par des gens qui sont dans le cycle aval, Orano, dans le nucléaire, et puis sans oublier les grandes entreprises de construction et de services à l'énergie. Je pense évidemment à nous, mais à nos gros concurrents. Et fort de ça, fort de la position qu'on a avec les actifs, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des vocations, vous êtes les bienvenus, en tout cas dans le secteur, et de toute manière chez nous. Voilà, appel au peuple. Je suis sûre que vous allez être entendu. Alors c'est formidable cette position dominante, mais ça veut aussi dire que vous avez peut-être de la marge de manœuvre justement pour influencer les choses, influencer un peu le jeu. Donc pour revenir sur cette question des partenariats, des types de collaboration, EDF, est-ce que vous êtes capable de faire bouger un peu les choses? Est-ce qu'il y a des modèles nouveaux qui émergent? Peut-être que vous poussez aussi. Et puis après, je vous reprendrai aussi sur cette question des compétences, parce que je pense que c'est important et le rôle des entreprises dans la création des filières d'avenir et des compétences, effectivement, je serais curieuse de vous entendre aussi sur ce sujet.
Oui, bon, nous sommes passés par une phase parfois de complexification, parfois même un peu de bureaucratisation d'un certain nombre de choses, mais là les challenges sont tels qu'il faut revoir la manière de travailler avec un objectif, c'est délivrer. Et délivrer dans les temps. Effectivement, nous l'abordons par de la standardisation, par le fait de répéter, de progresser. Si on pense par exemple à une flotte de réacteurs, 6, peut-être même 14, est-ce qu'on est capable, tous les 2 réacteurs, de baisser nos coûts de 15%, au moins au début, parce qu'il y a aussi cette attente de compétitivité. Eh bien, si on a cette logique-là, ça passe par des partenariats. Il faut qu'on travaille ensemble pour se mobiliser, travailler ensemble à répéter, faire les progrès, et c'est ça l'état d'esprit. Alors parfois on le dit, mais c'est pas parce qu'on l'a dit que tout le système le suit, mais je suis absolument convaincu que c'est la manière de fonctionner. Et d'ailleurs ces partenariats qu'on peut faire vont nous donner aussi une crédibilité, y compris à l'export, parce qu'ils nous regardent et on sent que ils disent écoutez, finalement vos programmes ils sont intéressants, géopolitiquement ils ont du sens pour nous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Effectivement, donc c'est faire travailler ensemble les supply chains. Ça ne se fait pas aussi en une journée. Donc il faut avoir une capacité à se projeter, à monter en puissance, à donner une visibilité, puis de temps en temps à traiter les difficultés quand elles arrivent, mais en gardant ce cap d'efficacité. Et effectivement, il faut des compétences. Et donc, si vous êtes jeune, très bien, allez-y, bravo, vous avez bien fait votre choix. Mais pensez à préparer aussi vos enfants, parce que l'électrification, quand on fait nous... Encore faut-il en avoir, parce qu'on est en dénatalité. On en fait c'est à l'échelle des siècles que ça se passe. Et c'est un pays où il se passe énormément de choses. Et ça va prendre une intensité extrêmement forte. Un chantier, pour nous, c'est 15 000 personnes qu'il faut mobiliser. Et donc, on en fait plusieurs à la fois. Donc ce sont des dizaines de milliers d'emplois, centaines de milliers on parle, qu'il s'agit d'aller faire. Et cette expérience va aussi nous donner des prolongations à l'exportation, y compris en Europe. Donc il y a peut-être un discours positif aussi à porter et à véhiculer sur les opportunités professionnelles, peut-être les opportunités de transformation économique sur certains territoires et le rebond économique qu'on pourrait y trouver. Oui, donc des opportunités. Pensez aussi aux femmes, parce que nos filières à nous, elles sont 25% féminines, et donc il y a une réserve de talent exceptionnelle. Comment faire pour les attirer vers notre industrie, parce que c'est un atout formidable pour nous de les avoir. Les jeunes, mais aussi, aussi des moins jeunes, parce qu'il y a des secteurs industriels qui souffrent. Et pour nous, incorporer des personnes qui viennent d'autres secteurs, qui vont nous amener leur expérience, notamment leur expérience industrielle, ça a de la valeur, parce qu'il faut qu'on soit attentif au pyramidage qu'on constitue, pour que tous nos collègues, quand ils vont partir à la retraite, on ne se retrouve pas d'un seul coup démunis. Donc c'est vraiment des grands enjeux. Mais la France, c'est ça, en fait. Et on retrouve cet attachement, cette fierté de faire des programmes français. Et nous y sommes. Nous avons la chance d'avoir ce challenge-là devant nous. Alors on voit aussi à quel point se percutent des grandes tendances de fond. Vous parliez formation, anticiper aussi la pyramide des âges, de très grands projets aussi qui nous occupent, qui se déroulent sur des décennies. Et puis en même temps, on est confronté à des enjeux très court terme, à des crises qui se succèdent, auxquelles il faut faire face. Donc ma question, elle est un peu, pour conclure, pas forcément très simple, mais sur les 12 prochains mois, si on se projette sur les 12 prochains mois, à votre avis, sur quoi est-ce qu'il faudrait agir en priorité si on veut réellement réussir notre transition ? Moi, je pense qu'il faut... toute crise est génératrice d'opportunités, il faut en être convaincu. Ben oui, il faut voir les choses positivement. Et la crise que nous vivons en ce moment, dont on a du mal à mesurer ni l'ampleur ni l'intensité, en tout cas, c'est des nouvelles opportunités d'accélération de la transition énergétique et donc de l'électrification. Donc à arriver, au-delà des 12 derniers mois, à reprendre du champ et à se mettre en perspective, et pour ça, il faut installer de la confiance, sentir qu'il y a des tendances de fond qui vont nous porter, installer de la visibilité,
Tout ça, ça crée de la confiance de partenariat entre les différents acteurs, entre les différents partenaires, entre tous les talents qui vont rejoindre cette filière, sur lequel je pense que c'est un formidable challenge, un formidable défi, qu'on n'est qu'au début, et que non seulement forte de notre position actuelle, mais forte de notre histoire, plusieurs décennies derrière nous, on a tout ce qu'il faut pour réussir ensemble. Voilà. C'est important le terme de visibilité que vous avez évoqué. Oui, alors effectivement, il se passe beaucoup de choses, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a un cap. On sait quel cap suivre, et je parle de cette électricité qui soit compétitive, souveraine, bas carbone, et l'important, c'est de garder le cap. Alors, ce qui se passe, légitime le cap. Hein. Et donc, s'il y a des arbitrages à faire, c'était aussi la question d'avant, pour moi, c'est effectivement accélérer l'électrification. Parce que c'est là que se trouve un gisement financier qu'on peut aller chercher, et c'est de continuer à renforcer notre chaîne de valeur partenariale, parce qu'il faut la construire étape par étape, sans relâche. Et si un jour, mes collègues se disent alors qu'est-ce qu'on fait, je dis, si tu ne sais pas, tu accélères. Puisque on sait que c'est la bonne direction à prendre, et il n'y a pas d'erreur à accélérer. Et ce faisant, nous gagnons en efficacité, et il n'y a pas d'erreur à aller dans cette direction-là. Alors, chaîne de valeur partenariale, vous l'illustrez évidemment entre Vinci et EDF, mais on avait envie d'aller plus loin et de présenter des startups, parce qu'elles jouent évidemment un rôle majeur aussi dans ces nouvelles chaînes de valeur, à des endroits aussi de cette chaîne de valeur qui sont assez variés. Donc, pour présenter les startups qui vont venir pitcher et puis qui vont aussi pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas à leur poser vos questions, mais peut-être qu'elles en ont pour vous aussi. Je vais demander à Antoine Debrove de nous rejoindre. Et donc, bonjour Antoine. Bonjour Ingrid. Alors le choix n'est pas tout à fait anodin, parce qu'Antoine avait créé une start-up dans le secteur énergétique, start-up qui a fort bien réussi puisqu'elle a été revendue à un petit groupe qui s'appelle Vinci. Et depuis, Antoine conseille d'autres start-up du secteur, et il va donc pouvoir nous en présenter plusieurs ce matin. Merci beaucoup Ingrid pour le passage de témoin. Bernard Fontana, Pierre Enjolras, bonjour. Vous venez d'évoquer l'actualité et les défis de la transition énergétique. Et je voudrais illustrer à travers la présentation de 3 entreprises ces grands défis qui sont face à nous. Chacune d'elles est active à un maillon différent de la chaîne de valeur de l'électricité. En premier lieu, premier maillon, la production. Donc, comme vous le savez, le renouvelable a pris une part importante dans le mix énergétique aujourd'hui, avec 27% de production d'origine renouvelable l'année dernière. Aujourd'hui, les installations qui sont effectuées à plus de 90% sont des petites installations solaires qui sont installées sur les toits des entreprises, les parkings des supermarchés ou chez les particuliers. Waterwin, entreprise qui va pitcher tout à l'heure, finance et installe ces nouveaux actifs. Second maillon, le stockage. Produire local, évidemment, c'est bénéfique, mais il faut être en mesure de faire coïncider la production d'origine solaire avec la consommation. Et c'est sur ce point que Revolti a une proposition qui nous intéresse particulièrement, puisqu'elle est bas carbone et souveraine. Troisième maillon, le pilotage des usages. Le système électrique a besoin de flexibilité. De plus en plus, on demande à la consommation de s'adapter à l'état du parc de production. Et Horus Energy travaille exactement sur ce point. Je vais leur laisser la parole, 2 minutes chacun, et à l'issue de la séquence, je vous proposerai de leur poser des questions. Donc pour commencer, je vais vous demander d'accueillir Benjamin Carlotti, le cofondateur de Waterwin. On m'entend bien ? Oui, c'est bon ? Très bien. Merci Antoine. Bonjour tout le monde. Merci à Léonard pour cet événement et pour ces discussions qui sont passionnantes. Alors je m'appelle Benjamin, je suis le cofondateur donc de Waterwin, une jeune entreprise créée il y a un peu moins d'1 an avec 2 autres associés. Moi je m'occupe de la partie financière. Donc notre offre, on finance, on installe et on exploite des centrales solaires. On le fait au sol, sur des centrales au sol, en toiture ou en ombrière de parking. La typologie de nos clients, ça peut être des hôtels, des supermarchés, des cliniques, des hôpitaux, des centres frigorifiques, des data centers.
Notre modèle d'affaires, c'est l'autoconsommation individuelle. Donc le client achète tous les électrons produits par les centrales, et également l'autoconsommation collective. Donc il consomme seulement une partie des électrons, le reste est revendu à d'autres clients autour. Ça peut aller de 2 jusqu'à 20 km autour de chaque centrale. Les avantages pour les clients, c'est qu'ils n'ont rien à financer, on s'occupe de tout, pas de charge mentale non plus, puisqu'on livre vraiment une solution clé en main, et également une tarification avantageuse, puisqu'on leur propose un tarif fixe sur toute la durée d'exploitation de chaque centrale. Donc on a bien sûr réfléchi à la partie stockage et on envisage d'installer des unités de stockage très prochainement avec nos centrales, et ça me permet de faire la transition avec Mathilde qui va nous parler de ses innovations sur cette partie-là. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour toutes vos réponses aux questions précédemment. Moi, je m'appelle Mathilde et j'ai cofondé Revolti il y a 2 ans avec mon associé Valentin. On s'est beaucoup retrouvés autour de la conviction que le solaire et son potentiel infini étaient l'énergie de demain, mais qu'il fallait absolument pouvoir stocker cette énergie pour l'utiliser à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Et c'est précisément pour ça qu'on a décidé de créer Revolti. On a fait le constat de plus de 1 million de foyers en France qui avaient installé des panneaux solaires sur leur toit, et plus de 3 millions en seront équipés en 2030 d'après RTE. Et c'est des foyers qui font tous face au même problème, à savoir qu'à 14h, quand leurs panneaux solaires produits, ils ne sont pas là pour en profiter, et quand ils reviennent le soir et au moment du pic de consommation, le soleil n'est plus là pour leur permettre de profiter de cette énergie. La solution idéale est donc pour eux de stocker cette énergie et de déplacer le pic de production au moment de leur pic de consommation. Mais aujourd'hui, les installateurs solaires, qui sont les prescripteurs et les installateurs de ce type de solution, ont encore du mal à les déployer en France, car ils ont du mal à se différencier sur un marché ultra compétitif où ils proposent tous le même type de batterie, de la même origine, avec les mêmes performances, et aussi car ils ont du mal à trouver des business models qui sont rentables en termes de ROI pour leurs clients final, le particulier, et pour eux-mêmes par rapport à la marge qu'ils prennent tout du long de la chaîne de valeur. Et du coup, c'est la mission qu'on s'est donnée chez Revolti de rendre le stockage solaire accessible à tous grâce à l'économie circulaire. La spécificité de notre solution est qu'on développe la première batterie française et éco-responsable à partir de batteries lithium de seconde vie. Donc on vient récupérer les centaines de milliers de batteries lithium qui finissent trop tôt en fin de vie, souvent avec plus de 90% de leur potentiel, que ce soit pour des raisons assurantielles, réglementaires, commerciales, et on vient les réintégrer au sein d'un nouveau système de stockage résidentiel qu'on conçoit entièrement. Ça permet donc aux installateurs de proposer une alternative française et éco-responsable à leurs clients, et également de leur permettre d'avoir accès à un service plus local de proximité pour les aider sur tout le long de leur process, la vente, l'installation, la maintenance. Et chez Revolti, du coup, nous, on se positionne comme producteur de batteries. Donc, on vient concevoir la batterie nous-mêmes dans notre atelier en Ile-de-France. On s'approvisionne auprès de différents partenaires au niveau de l'Europe. On diagnostique et on sélectionne les meilleures batteries en fin de vie pour les réintégrer dans nos systèmes grâce à un partenaire industriel du côté d'Aix-en-Provence. Et ensuite, on distribue ces batteries en direct aux installateurs. Et donc, cela fait depuis 2 ans qu'on existe. On a acheté une vingtaine de batteries en fin de vie qu'on a prototypées, installées en conditions réelles. Et là, à la suite d'une levée de fonds, notre enjeu cette année, c'est de mettre sur le marché cette batterie et d'en équiper, on l'espère, le plus de foyers dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Donc on produit local, on stocke local, et maintenant il ne reste plus qu'à piloter tout ça pour avoir un système énergétique très performant. Merci Antoine pour l'introduction. Donc je m'appelle Fanny, j'ai cofondé Horus Energy, qui est une entreprise de flexibilité électrique spécialisée dans le tertiaire. Donc peut-être pour vous introduire un petit peu ce sujet-là, la flexibilité de la demande, je peux repartir de quelque chose que vous avez sûrement entendu, donc, dont on a déjà parlé aujourd'hui, le discours de M. Lecornu la semaine dernière sur l'électrification des usages. Il y a un angle mort derrière, qui est comment est-ce que le réseau électrique derrière tient la charge. Puisque si on ajoute des dizaines de gigawatts sur le réseau avec des véhicules électriques, des pompes à chaleur, derrière on crée un pic supplémentaire, on branche tous sa voiture le matin en même temps, on démarre sa pompe à chaleur en même temps, et donc tout ça vient créer des pics qui sont difficiles à absorber pour le réseau électrique et qui nécessitent du coup d'allumer des centrales polluantes notamment, ou en tout cas qui rendent difficile l'approvisionnement. Il y a une autre solution qui est déjà existante et qui peut être très utile, qui s'appelle la flexibilité de la demande. C'est venir simplement moduler ses usages et consommer pas simplement moins, mais consommer mieux à des meilleurs moments.
Donc décaler sa charge de 30 minutes sur des moments de production solaire par exemple, consommer en fait à des meilleurs moments. Donc nous c'est ce qu'on fait, on le fait sur du tertiaire notamment, donc on travaille notamment, on pilote le siège de Vinci Construction, on pilote aussi un bâtiment de Dalkia chez EDF. Et donc nous on agrège plein de bâtiments et on vient les valoriser sur les marchés d'électricité. Voilà. Merci beaucoup Fanny. Donc on l'a vu, 3 maillons, une même chaîne, production, stockage, pilotage des usages. Peut-être qu'on peut vous demander tout de suite, est-ce que vous avez des questions, des remarques à ces startups? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, toutes ces innovations? Bien, d'abord, bravo pour votre esprit d'innovation, esprit d'entreprise. En arrivant ce matin, je regardais l'évolution des prix en France. Les prix spot aujourd'hui sont à 0 entre 10h et 18h. Parce qu'il y a du soleil. Donc on sent bien qu'il y a un sujet d'optimisation. Donc tout ce qui va permettre de flexibiliser, déplacer des heures creuses, hein, ça va bien dans ce sens-là. Ça peut se faire avec des batteries, ça peut se faire avec de l'hydroélectricité. On peut repomper l'eau dans les barrages. Donc toutes ces initiatives vont dans le bon sens. Également, le fait d'aller vers l'autoconsommation, c'est aussi un facteur important parce que parfois, c'est des petits flux, c'est coûteux dans les réseaux. Donc, ce qui peut être consommé localement participe de l'optimisation d'ensemble. Hein. Donc, derrière tout ça, il n'y a pas qu'une seule réponse. Hein, et c'est bien de voir qu'il y a l'innovation, l'esprit d'innovation est là. Mais dans des bonnes directions, c'est effectivement si on a possibilité de consommer localement le solaire, et dans tous les cas, le stocker, c'est un élément de réponse, et la flexibilité, c'est aussi un élément de réponse qui est davantage macro. Donc, bonne chance et bonne continuation. Merci. Dans les sujets, on n'a pas parlé de stockage, mais c'est effectivement, et puis de pilotage de la demande, mais ça fait partie effectivement de l'optimisation de toute la chaîne. Les 2 premières entreprises, j'ai l'impression que vous êtes exactement sur l'ADN du business model de Vinci. Donc il y a du petit Vinci en vous, c'est-à-dire on imagine quelque chose, on rend le truc simple pour le client, c'est-à-dire qu'il ne paye rien, mais on se rémunère dessus dans la durée. Et puis vous faites fructifier votre production, votre valeur ajoutée de façon hyper simple. C'est exactement le modèle en l'occurrence, partenariat privé-privé, mais avec le financement que vous amenez, c'est assez puissant. Donc, ce que je vous souhaite, c'est que dans 120 ans, voilà, il y aura des Vinci où on aura peut-être le temps de se recroiser d'ici là. Et la question que j'ai envie de vous poser aux uns et aux autres, c'est ce que vous avez évoqué en dernier, c'est est-ce qu'il y a et comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on a des cas d'usage chez vous, vous pouvez tester, comme vous le faites déjà, je le découvre, c'est très bien sur des sites, tant de filiales d'EDF ou de... Voilà, c'est toujours intéressant. Au-delà des échanges, je ne sais pas si vous êtes dans l'écosystème Léonard d'une façon ou d'une autre, parce que c'est de ces échanges qu'on peut vous enrichir, vous pouvez aussi nous enrichir. Mais s'il y a des cas d'usage, en l'occurrence j'en vois dans la salle là, qui gèrent des actifs en France, et je les vois réfléchir en se disant « et pourquoi pas chez moi ?» Donc on a des sites, et si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Alors, pour répondre, c'est déjà... Vous êtes arrivé comment chez Vinci Construction, là, au siège? Alors, par plusieurs moyens. C'est vrai que c'est naviguer dans les méandres de Vinci, mais notamment par Léonard, donc programme qu'on a pu faire. Chez EDF, c'est la même chose, on avait participé à EDF Pulse, qui est un programme d'innovation pour les startups. Donc, il y a ce genre de choses qui aident beaucoup pour avancer et permettre d'appliquer et de mettre en place ces cas d'usage-là. Maintenant, c'est sûr que s'il y a des personnes dans la salle qui ont des actifs, c'est important de déployer la flexibilité électrique, les batteries, le solaire à l'échelle. Et donc aller plus loin que simplement des premiers bâtiments ici. Et donc ça peut aussi passer par des choses de fond. Une question peut-être pour vous, chez Vinci, il y a déjà pas mal de choses sur la performance énergétique, que ce soit à la construction ou en exploitation, dans le facility management. Est-ce qu'il serait prévu d'intégrer, par exemple, non pas simplement consommer moins, mais consommer mieux, donc par exemple de la flexibilité électrique dans des standards dès la construction ou bien en exploitation, typiquement dans les contrats de performance énergétique?
Effectivement, c'est un grand métier. Un des grands 4 piliers de nos métiers de service à l'énergie, c'est ce qu'on appelle Building Solution. Donc c'est tout l'équipement tertiaire, notamment de bureaux, mais aussi de logements. Bon, alors il s'agit effectivement d'installer des équipements électriques et de le prévoir de la façon la plus optimale possible, notamment en coût énergétique, en décarbonation, mais aussi en pilotage. Et ça se retrouve dans un métier qui fait partie de ce métier-là, qui est la gestion du parc électrique pour un utilisateur de mètres carrés. Et là, on va appliquer des techniques d'optimisation, voire de proposer des évolutions de l'installation, parce que si on la fait évoluer avec de nouvelles technologies, ça peut permettre de gagner en efficacité. Et on a aussi des entreprises qui font justement de l'agrégation, soit sur un seul site, soit sur du multisite, ce que vous êtes en train de faire. Donc on a des entreprises dont c'est exactement la raison d'être, quoi. La vérité, c'est que ça bouge tellement vite, c'est qu'il y a des on est loin d'avoir tout exploré, et c'est très bien qu'il y ait des startups comme vous qui fassent bouger les lignes et qui fassent évoluer le métier. Voilà, à nous de suivre et de s'inspirer les uns des autres. Oui, bravo. Puis je vais vous rassurer quand même, ce matin, EDF était à 99% décarboné dans son spectre de production. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de la place pour faire cette flexibilité qui est très bonne. Qui existe aussi à la hausse sur des moments de production solaire. Vous parliez effectivement des prix spot qui étaient à zéro en ce moment. On a vu plus de 1000 heures de prix négatifs sur les marchés de l'énergie en 2025. Le rapport Levitio qui est sorti, qui a été remis il y a quelques jours au Premier ministre par un ancien d'EDF et de la Creux, est venu réinsister sur la place de la batterie derrière le compteur comme solution pour permettre la fin de l'obligation d'achat et en fait venir alléger tous ces coûts pour le système. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le déploiement de ces actifs de stockage derrière le compteur ou diffus, de leur place dans le système énergétique de demain ? Il y a différents actifs. Nous-mêmes, nous en mettons en place. Récemment, j'étais au Blénaud, où nous avons une centrale à gaz, et nous avons mis une batterie hybride de 15 MW. Elle est appelée par le réseau pour stabiliser, puis elle aide à stabiliser les à-coups pour nos actifs qui sinon sont appelés constamment à arrêter et redémarrer. Donc il y a une place. Ensuite, il y a des gros actifs comme les barrages qui sont des grosses réserves, qui ont une capacité d'intervention beaucoup plus longue. Donc il y a différents besoins et les besoins plus locaux peuvent être abordés par les batteries. Je pense qu'il y a besoin d'un peu la totalité des solutions qui soient mises en place. J'ai une petite question aussi. Quand on parle de transition énergétique, forcément on parle de travaux, de renforcement des réseaux. Pour nous, c'est aussi des fois renforcer les structures pour pouvoir mettre les panneaux. C'est remplacer les chaudières, les installations de bornes. Et il y a forcément un sujet aussi sur les intervenants qui vont faire ces travaux. Peut-être une question pour vous, chez EDF, est-ce que vous avez des plans pour maîtriser justement ces sujets ? Oui, mais il y a des plans de recrutement, de formation, des écoles qui sont mises en place. Par exemple, il y a une école des réseaux qui recrute beaucoup. Nous-mêmes, EDF, sur les 3 ans qui viennent, en France, nous en recrutons 20 000 personnes. Donc, mais on respecte beaucoup. Bien sûr, il faut aussi des gens chez Vinci. Mais on a besoin de clients, de bons talents chez nos clients aussi. Hein. Et donc, par exemple, 15 000 alternants aussi sur ces 3 ans pour justement accompagner cette montée en puissance. Et on se donne une règle, c'est de recruter, d'avoir un peu de porosité avec nos supply chains, mais de respecter aussi nos supply chains, parce que si on se recrute les uns les autres. Donc c'est vraiment un effort pour attirer vers l'industrie les jeunes, les prendre le plus tôt possible. Les femmes, j'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est là que ça va se passer, parce qu'en plus, on a un effet de pyramidage qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes, davantage de personnes qui vont être à la retraite. On n'est pas encore au point du Japon. J'étais au Japon la semaine dernière. Il y a 1 million d'actifs par an qui quittent le monde du travail. Alors nous, on a la chance d'avoir quelque chose de plus progressif, mais c'est vraiment de préparer et de travailler notre efficacité pour réussir cet ensemble. C'est un enjeu de filière.
Et dans la filière, il y a des gros acteurs, comme EDF, comme nous, et il y a des acteurs moyens, et puis c'est très bien qu'il y ait des acteurs hyper agiles, hyper jeunes, hyper innervants comme vous, parce que tout ça, c'est la même filière. J'ai une autre petite question pour vous. EDF a démocratisé il y a bien longtemps la flexibilité électrique avec le tarif heure creuse, heure pleine il y a assez longtemps, le pilotage des ballons d'eau chaude. Remarquable dans les années 70 et aujourd'hui on se retrouve, comme Mathilde le disait, avec des prix négatifs très souvent. On entre vraiment dans une nouvelle ère de l'énergie avec une volatilité des prix qui est immense. Comment est-ce que vous voyez chez EDF ça face à des fournisseurs en fait alternatifs qui se créent? Comment est-ce que vous voyez ça rester dans la boucle? Peut-être Vinci aussi, vous qui pilotez beaucoup de bâtiments, on voit de plus en plus de fournisseurs tout intégrés qui au départ pilotent et deviennent fournisseurs. Est-ce que Vinci pourrait devenir fournisseur et remonter la chaîne? Voilà, double question. Il y a plusieurs sujets. C'est sûr que là, il peut y avoir spontanément un excès d'offres. Parfois, il nous vient de l'Espagne aussi, hein, ça arrive aussi. Hein. Donc, les exportations, importations, les lignes électriques, elles marchent des deux côtés. Donc, pour moi, il faut garder à l'esprit des règles rigoureuses pour garantir la stabilité du système électrique. Ça plaît pas toujours quand ça s'applique, mais il faut vraiment garder cette discipline-là. Mais au-delà de ça, je reviens, c'est l'électrification. C'est comme ça que la France a avancé. Dans les années 90, il y a plusieurs réacteurs 1300 MW qui arrivaient en même temps sur le marché. Le nucléaire modulait plus de 50 TWh par an. Et nos anciens ont réagi en électrifiant. Hein. C'est ce que vous expliquez. Eh bien, c'est cette dynamique d'électrification qui nous permet à la fois de redonner de la marge de manœuvre à l'ensemble, d'améliorer l'économie d'ensemble, d'améliorer la souveraineté et en même temps de décarboner. Donc c'est vraiment le challenge, c'était le début de notre discussion. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Moi, je crois que c'est la vertu, finalement, quand on revient aux sources, d'un fonctionnement en économie de marché. C'est parce que le prix est négatif que ça a du sens d'investir dans des batteries. C'est parce qu'il y a un prix négatif que ça a du sens d'investir dans des synchroniseurs de façon un peu lourde. C'est parce qu'il y a un prix négatif qu'il faut penser équilibre des différents systèmes de production. C'est parce qu'il y a un prix négatif qu'à un moment, il y a un sens à faire de l'agrégation et ce prix de marché dont on peut déplorer qu'il soit négatif, voilà. Mais maintenant, c'est un ressort pour rebondir, pour proposer des solutions. Et là encore, je pense qu'on n'est qu'au début. Voilà. Et il y a plein de choses à inventer, que vous êtes en train d'inventer à la marge de ce qui se fait déjà. Et c'est là où l'aventure est fantastique. Et vous dire ce que les entreprises de Vinci c'est très décentralisé. Donc il y a plusieurs milliers d'entreprises qui travaillent sur ce sujet-là dans Vinci. Et ce qui compte, c'est que comme vous, elles soient capables d'être hyper agiles pour inventer des solutions de demain, investir un peu, pourquoi pas, et surtout être dans cette dynamique et de se dire comment on réagit au prix de marché qui fait que avec des règles, il faut qu'il y en ait, notamment pour protéger la stabilité des réseaux et éviter des contaminations de réactions en chaîne. Mais c'est ça qui va faire que on va trouver des solutions et oui, et même le monde des batteries, il n'arrête pas d'évoluer, donc il va falloir s'adapter en permanence à ce jeu des technologies, des solutions. Et dans un sens très vertueux économiquement, le prix de marché permet ça. Et ça, c'est très important. Si je peux me permettre de pousser encore un petit peu la question pour Bernard Fontana. On a bien compris qu'effectivement l'électrification, augmenter les usages, c'est une solution pour éviter les prix négatifs, etc. On voit néanmoins des néo-fournisseurs qui rentrent assez finement dans le pilotage des usages, que ce soit des batteries chez les particuliers, des bornes de recharge de véhicules électriques, le chauffe-eau non pas en heure pleine, heure creuse, mais vraiment en pilotage dynamique. On ne voit pas encore d'offres de ce type-là chez EDF. Est-ce que c'est quelque chose qui est en réflexion, en préparation, ou est-ce que vous vous dites que c'est
c'est pas votre guerre et vous laissez ça aux autres? Il faut de tout et on est challengé. Alors le grand mouvement en ce moment, c'est un déplacement, ça va être près de plus d'1 million de clients qui vont passer en heure creuse autour de midi. Et ça, c'est déployé par Enedis et ça se passe bien d'ailleurs. Donc rien que ça, c'est un changement. Alors il y a beaucoup de clients en France, mais c'est ça la pièce principale. Ensuite, il y a des offres sur le marché, ça nous challenge, nous on regarde, et c'est un facteur aussi de progrès pour nous, et on est attentif à ça. Et clairement, pour nous, il nous faut être attentif à nos clients et électrifier, produire décarboné, investir dans les réseaux, ce qui était évoqué, et la flexibilité, c'est un de nos axes, un de nos 4 axes stratégiques. Et vous allez bien sûr entendre parler de nous, plus, j'espère. Comme ça, l'année prochaine, vous aurez toutes les réponses. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci Antoine. Merci Benjamin, Mathilde et Fanny.